Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Vous nous suivez des partout, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est un réel plaisir pour nous de vous servir, mais surtout de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Bienvenue dans ces magazines grand format. Vous le savez, l'actualité politique de l'heure est généralement débattue au cours de cette émission avec les acteurs politiques qui ont de l'ancrage et opinion sur eux. Vous le savez, l'actualité reste dominée par cette saisine de l'opposition parlementaire qui a saisi les conseils d'État en annulation de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour violation du règlement intérieur. Ces élections qui sont en train de se tenir à la chambre basse du Parlement se tient à l'absence totale de toute l'opposition qui avait décidé de ne pas participer à cette dernière. L'opposition parlementaire qui reste formelle dans sa logique jusqu'à la dernière minute, elle ne participera ni au bureau ni à la tête d'aucune commission parce que pour eux, les députés nationaux ici de Yumbi, Beni et Butembo devraient avoir le droit de ramener les quotas de l'opposition. Cette course pour le partage des postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, voilà ce qui a été la pompe des discordes. 24 avril 1990, 24 avril 2019, 29 ans, jour pour jour depuis le légendaire discours du maréchal Mobutu avec comme en toile de fond: comprenez mon émotion, c'est comme ça que ce discours est connu. Il était question pour le maréchal Mobutu de pouvoir démocratiser l'espace politique en République démocratique du Congo. Exactement 29 ans après, quel bilan a tracé, mesdames et messieurs, pour vous, sur le plateau du magazine Grand Format? Nous recevons pour la première fois l'honorable Jean-Jacques Mamba. Il est élu sur la liste du mouvement de la libération du Congo. Bienvenue sur ce plateau, honorable. Merci. Je ne serai pas seul, vous le savez, grand format, c'est un panel de journalistes qui m'accompagnent. Thierry Bongo, bienvenue. Merci pour l'invitation. Élisée Ouamara, habitué de ces magazines, qui est confrère de CCTV, bienvenue. Merci beaucoup Thierry et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous le savez, les numéros au bas de l'écran, c'est pour participer à cette émission. Vous pouvez nous écrire par SMS, nous appeler, vous pouvez même nous écrire via WhatsApp. Et cette émission, vous le savez, est toujours à retrouver sur YouTube. Première question, Jean-Jacques Mamba, vous avez finalement décidé de quitter la salle des plénières. Aujourd'hui, au cours d'une déclaration politique faite, on a appris que vous avez finalement décidé de saisir le Conseil d'État pour l'annulation des résultats de l'élection du bureau définitif. Ne pensez-vous pas finalement que c'est une autre bataille qui sera perdue d'avance? Écoutez, on ne va pas tomber dans la fatalité. Il faut retenir que nous sommes au début de la législature, que nous avons passé 2 législatures dans lesquelles il y a eu beaucoup d'anomalies, notamment des portes des prisons ouvertes qui n'ont jamais reçu public, qu'il y a eu beaucoup de détournements dans les sociétés para-étatiques, beaucoup de détournements au niveau des gouvernements, avec une Assemblée nationale qui a été aphone, ou si vous voulez, complice dans une certaine mesure de la mégestion qu'il y a eu ces dernières années. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien commencer la législature et on ne saurait légiférer si nous-mêmes on ne respecte pas les textes. Et les textes sont clairs, la loi organique portant organisation des partis politiques, notamment de l'opposition, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale stipule qu'il faut qu'il y ait une représentativité proportionnelle au niveau du bureau de l'Assemblée, parce que le bureau de l'Assemblée, c'est le bureau qui appartient à tout le monde, ça veut dire qu'on doit y voir toutes les tendances politiques, et cette proportionnalité est calculée sur base du nombre d'élus. Et donc voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, vous avez bien remarqué 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas eu élection.
dans la mesure où il n'y a pas eu concurrence. Lorsqu'on parle d'élection, il y a concurrence. Ça, c'est un simulacre d'élection, dès lors que pour chaque poste, il n'y avait qu'un seul candidat. Donc ça, c'est un premier malaise. La représentativité n'a pas été respectée, donc il n'y a eu aucun candidat de l'opposition. Et avoir un bureau monocaméral, un bureau monolithique, ce n'est pas... non, ça n'augure pas une bonne législature. Donc nous avons saisi le Conseil d'État en violation des textes réglementaires en la matière. Et nous espérons obtenir gain de cause parce qu'après, il n'y a pas que le Conseil d'État, il y a aussi des institutions parlementaires internationales auprès desquelles nous pouvons faire, si vous voulez, des formes de recours pour ramener nos collègues de la majorité à reconsidérer le fait qu'on ne peut pas pénaliser doublement nos députés de Yumbi, Butembo et Beni qui n'ont pas eu la possibilité, ou les électeurs qui n'ont pas eu la possibilité de voter le président de la République et qui se retrouvent aujourd'hui aussi dans l'impossibilité ou empêchés de participer à l'élection en tant que candidat de leur bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable, n'est-ce pas que vous ne faites que le frais de votre naïveté? Par exemple, lorsqu'il était question de débattre même autour de cette répartition des postes au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, pourquoi n'avez-vous pas érigé en principe que l'on attende que les élections à Yumbi Beni rendent leur vérité, qu'on attende que ces députés voient leur mandat validé et par la suite, l'on pouvait maintenant commencer les négociations, puisque vous le saviez que si ces négociations n'aboutissaient pas, PV de non-conciliation produit, c'est la plénière qui devait trancher, elle est souveraine. Mais vous savez, on a assisté, vous avez remarqué qu'il y a même eu un pugilat, il y a une certaine forme d'anarchie qui est consacrée à l'Assemblée nationale parce que la majorité veut se faire respecter par le nombre parce qu'ils estiment qu'ils sont nombreux et qu'ils peuvent tout faire passer, même en violation de la loi. Vous avez bien vu le député Nawej qui a même bousculé le rapporteur, qui a pris le micro. Donc ce sont des actes anarchiques qui prouvent à suffisance que la détermination malsaine de nos collègues de la majorité nous a conduit à ce que ces députés ont été validés avant l'élection. La validation des pouvoirs de ces députés a été organisée avant l'élection, mais le bureau s'est imposé. Peut-être pas le bureau, je veux dire la plénière où la majorité s'est imposée pour que les conditions de l'élection restent comme avant l'élection ou la validation des pouvoirs de ces élus. Thierry Bongo. Merci. Jean-Jacques Mamba, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de grand format. Pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, ils aimeraient comprendre le choix de l'opposition de faire boycott ou de vouloir faire chaise vide va aboutir à quoi finalement? Puisque vous le dites vous-même, vous êtes en face d'une majorité qui veut faire valoir la politique du nombre. La politique du nombre, c'est aussi quelque part une règle de la démocratie. Mais quel est l'aboutissement que vous cherchez en boycottant toutes ces institutions? Non, quel est le message que vous voulez faire passer? Il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Je veux dire que vous le savez, qu'aujourd'hui, les parlements en Afrique ont des interconnexions, les parlements dans le monde ont des interconnexions, et nous avons estimé que la seule manière de marquer notre désapprobation quant à la forme et au non-respect des lois, notamment l'article 11 qui parle de la proportionnalité, était de refuser de participer à l'élection. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir à quoi ça va aboutir, mais je peux vous assurer que dans aucune législature au monde, vous avez un bureau qui fonctionne sans l'opposition. Déjà, c'est un problème de crédibilité, un problème d'image. Et je pense que ce problème va se ressentir avec acuité lorsqu'il s'agira des commissions. Vous avez bien vu que le chef de l'État a essayé de s'en mêler, mais malheureusement son agenda ne lui a pas permis de régler la question. Mais ça pose un réel problème de fond, et autant que ce problème persistera, il y aura des dysfonctionnements au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas que nous sommes partisans du dysfonctionnement, mais nous sommes demandeurs d'un équilibre au niveau de la représentation. Je donne un exemple clair et simple. Vous avez la deuxième vice-présidence qui se charge du contrôle parlementaire. Comment voulez-vous qu'une majorité au Parlement se contrôle elle-même? Ça veut dire que vous avez une majorité qui est censée, entre guillemets, protéger ou contrôler des mandataires publics qu'elle a nommés via son Premier ministre,
où il y a les ministres de tutelle, et vous avez le deuxième vice-président qui est de cette même majorité, qui peut à un moment donné dire cette motion de défiance ou de méfiance, je la reçois, je ne la reçois pas, parce qu'il est de la famille politique. C'est aussi une caution morale. Peut-être que pour eux, il serait bon de Mais non, eux-mêmes. Dans le monde L'acte de entier, sanction n'est pas de couleur politique. Dans le monde entier, le contrôle parlementaire est toujours réservé. Si vous trouvez 100 parlements ici en Afrique, vous allez constater que le contrôle parlementaire revient à l'opposition. C'est cela même l'équilibre des pouvoirs. On ne peut pas avoir un dysfonctionnement au niveau de cet équilibre parce que ça biaise toute la démarche. Je donne un exemple et je voulais donner celui-là. Si quelqu'un détourne de l'argent aujourd'hui et qu'il me faut récolter 50 signatures, que je récolte ces signatures au niveau de l'opposition, mais que j'amène ma motion au niveau de la personne ou de l'autorité ou du membre du bureau qui est chargé de gérer ces questions de motion et que c'est une personne de la majorité, elle peut, au nom de la solidarité avec sa famille, ne pas recevoir cette question. Et donc, à ce moment-là, c'est un gros problème. Elle peut, au nom de la solidarité avec sa famille, laisser le dossier pourrir dans les dossiers sans qu'il ne soit jamais mis à nu ou jamais exploité. Donc, il faut qu'on crée ces équilibres-là pour permettre effectivement de garantir à ce que le fonctionnement fonctionne dans des meilleures conditions possibles. Mais l'expérience que nous avons des deux législatures passées nous démontre que les membres de l'opposition, entre guillemets, qui entrent dans le bureau de l'Assemblée nationale, ne font pas le poids ou pratiquement se sentent engloutis par les autres membres de la majorité. On ne voit pas, on ne sent pas qu'il y a de l'opposition dans les membres, dans le chef des personnes qui composent le bureau. Et d'ailleurs, quand on est membre du bureau, on se bat pour l'institution et non pour son camp politique. Je peux en convenir avec vous parce que c'est ce qui a été observé. Autant le travail du parlementaire n'a jamais été bien appréhendé par la population ces 10 dernières années. Donc c'est une réalité que nous connaissons tous. Maintenant, la question est pertinente parce qu'en réalité, lorsque vous êtes au bureau, vous êtes, entre guillemets, apolitique où vous devez être au service et de l'opposition et de la majorité. Exactement. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que nous avons bien vu aussi, et j'ai évoqué ce cas, où vous avez des cas de détournement flagrant. Vous avez des cas d'indiscipline flagrants qui ont fait l'objet du marteau de la motion incidentielle pour la bonne et simple raison qu'en ce moment-là, le président de l'Assemblée a participé du fait qu'on ait lagué ou qu'on éludait tous les problèmes qui visaient à destituer ou à démettre de leurs fonctions tous les indisciplinés de la majorité. Donc, cela a continué pendant 10 ans. Maintenant, est-ce que nous devons tomber dans la fatalité et dire, bon, vous savez, de toute façon, ça fonctionnera comme ça. La fatalité, nous l'avons gérée pendant 60 ans. Et je ne pense pas que... Les indicateurs ne prouvent en rien que ça va changer. Non, je dis ceci. Moi, je ne suis pas partisan de la fatalité. En tout cas, je ne serais pas candidat député national si je ne pensais que ça ne pouvait pas changer. Et je n'ai pas la prétention de croire que je suis le seul à penser que ça doit changer. Il y a bien de gens que je connais, des vaillants, des personnes engagées qui pensent comme moi que les choses doivent changer. Et je pense que nous allons fédérer les énergies de telle sorte que nous puissions obtenir des résultats. Et nous les obtiendrons. Honorable Jean-Jacques Mamba, la question est si simple qu'elle paraît aussi si complexe. Vous laissez, vous claquez la plénière. Je ne sais pas si vous allez rentrer quand. Non, on a boycotté l'élection. Effectivement, mais si on parlons de ce poste que vous avez refusé, le seul poste qui vous a été attribué comme rapporteur adjoint, vous, d'une pierre deux coups, vous dites que les postes au sein des commissions, eh bien, vous n'allez pas les prendre. Ça va rester ainsi jusqu'à quand? Ou peut-être que dans les prochains jours, si on vous faisait revenir à la raison, vous accepterez quand même de prendre ces postes des commissions. S'il entend qu'aujourd'hui, avec ces élections, 7 postes, 6 déjà occupés, le seul poste qui a accordé à l'opposition est resté vacant. Peut-être que si vous revenez à la raison, vous allez accepter de prendre ces postes ainsi que les autres postes dans des commissions. Écoutez, ce n'est pas prémonitoire, donc je ne vais pas me lancer dans des projections pessimistes, parce que ça, c'est quand même du pessimisme que de boycotter et d'accepter la même situation par la suite. Je pense que si nous revenons en table de négociation, c'est pour corriger. Nous n'allons pas venir aux tables de négociation pour accepter l'état des choses, parce que pour l'état actuel, nous avons dit non. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que notre position est définitive. Nous disons que les discussions resteront ouvertes, d'autant que nous allons lire la volonté dans le camp de la majorité de corriger une situation qui fait de nous ou de notre Parlement un Parlement singulier dans lequel le bureau appartient à une famille politique. Vous avez saisi le Conseil d'État. Ça paraît quand même un peu étrange si l'opposition se confie un peu à la justice de son pays. On sait que l'opposition a toujours crié à la manipulation
de la justice. L'opposition, disons, au sein du Parlement, vous avez saisi le Conseil d'État. Vous vous attendez à quoi? Que le Conseil d'État vous donne raison? Écoutez, nous devons apprendre à faire confiance en nos institutions. C'est vrai que c'est une confiance que l'on doit construire. Elle est à son plus bas niveau. En tout cas, les 10 dernières années, si pas les 15 dernières années, si pas l'ère Kabila, a déconstruit la confiance dans l'imaginaire collectif en la justice. Ça, on doit se le dire et je vous l'accorde. Maintenant, est-ce que cette position ne peut pas évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser que les magistrats, les juges doivent être mis dans des meilleures conditions? Je ne parle pas simplement de leur confort, mais je parle aussi des conditions psychologiques et juridiques de sécurité pour qu'ils puissent faire leur travail avec toutes les garanties de ne pas subir des pressions et de ne pas proclamer des jugements qui vont dans le sens de la politique. Nous devons non seulement l'espérer, mais nous sommes à l'Assemblée nationale pour construire ou reconstruire cette confiance. Et donc, je ne vois pas autre attitude meilleure que républicaine, qui est celle de nous confier ou de remettre notre sort à l'institution compétente pour régler la situation. Et si le Conseil d'État prenait acte de ces élections, qu'allez-vous faire? La bataille politique n'est pas finie, nous avons 5 ans de bataille. Remarquez que, vous savez, on parle de bureau définitif, mais la plénière est souveraine. Donc à un certain moment, si les discussions sont réouvertes, la plénière peut aussi décider de réorganiser une élection partielle. Ce n'est pas interdit. Remarquez que nous ne parlons pas des élections qui sont sanctionnées par une cour. Ce sont des élections internes au Parlement. Ce ne sont pas des élections organisées par la CENI et qui sont sanctionnées soit par un arrêt définitif d'une cour quelconque pour dire que c'est irrévocable et ainsi de suite. Ici, nous parlons d'une institution autonome qui organise des élections en interne sur base d'un règlement intérieur et à tout moment, si les discussions évoluent, il y aura lieu de corriger via des élections partielles si les parties s'accordent. Honorable Jean-Jacques Mamba, si l'on vous posait cette question, finalement, la graine est placée, l'opposition parlementaire vivra pendant 5 ans totalement minorisée et c'est ce que vous méritez. Vous savez, l'opposition, ce n'est pas un état d'esprit. L'opposition, c'est le résultat de la volonté exprimée d'une minorité d'électeurs, pour un groupe ou pour un individu. Donc si vous avez moins d'électeurs, vous êtes de facto dans l'opposition. Et donc c'est un engagement que d'être opposant, l'engagement vis-à-vis des personnes qui vous ont élus, de faire continuer à faire vivre leurs idées lorsque vous êtes au Parlement, de transmettre, si vous voulez, de faire transparaître la mission que vous a donnée vos différents électeurs. Et partant de là, ce n'est peut-être pas une fierté, mais pour construire un projet dans une démocratie qui fonctionne normalement, il faut beaucoup de temps parce qu'il faut convaincre un maximum de gens. Et je peux vous dire ici que dans l'état actuel des choses, à moins qu'il y ait des réformes institutionnelles ou qu'il y ait, entre guillemets, un cataclysme, mais l'opposition parlementaire restera à 113 députés jusqu'à la fin de la législature, en attendant aussi les arrêts de la Cour. Pour l'instant, on va considérer que c'est comme ça. N'est-ce pas que vous-même, à l'opposition, vous êtes violateur de la Constitution parce que vous avez empêché assez de l'opposition qui voulait par exemple participer à cette élection-là. On a vu l'opposition marteler un des vôtres, Fabrice Pella, qui lui avait quand même des ambitions. Il voulait participer à cette élection, mais vous avez empêché un député qui a le droit de se faire élire à ses bureaux de ne pas y participer. N'est-ce pas que vous avez vous-même violé ses droits? Non, je pense qu'il ne faut pas avoir cette lecture. L'honorable Pouella n'a jamais manifesté ses intentions dans le groupe. Il a participé à toutes les réunions de l'opposition et même le jour qu'il déposait sa candidature, il était à 20 mètres de là où j'étais. Parce que nous étions tous dans une réunion. Donc je pense qu'il faut un minimum de sérieux, il faut un minimum de respect pour les collègues. Et s'il avait cette ambition et qu'elle allait être discutée dans le cadre d'un groupe, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de postuler. Mais nous avons pris une position commune. Il a signé le PV de toutes les réunions où nous parlions de cette position commune pour ensuite avoir une position singulière qui va à l'encontre de ses propres engagements parce que je sais qu'il n'était pas taciturne. Il intervenait lors des réunions, il parlait et donnait ses avis. Donc il nous a tous surpris. Après, vous parlez d'empêcher, non. C'est-à-dire que nous avons questionné la dynamique de l'opposition pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous avons convenu et signé lors du dernier PV, est-ce que vous vous en désolidarisez? Donc ce n'est pas nous en tant qu'opposition qui avons retiré la candidature de M. Pouella, mais c'est le groupe auquel il est affilié qui est la dynamique de l'opposition par le professeur Calais qui a écrit au bureau pour dire que nous retirons la candidature de l'honorable Pouella. Donc il faut quand même faire cette nuance. Magazine Grand Format, vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous avez les numéros affichés
au bas de l'écran. Vous pouvez interagir à cette émission, envoyez-nous votre SMS. Sinon, appelez, déposez une question, un commentaire sur WhatsApp aussi également. L'émission est à retrouver sur YouTube. Avant de passer la parole à mon collègue Thierry Bongo, honorable, la pente des discours, c'est qu'aujourd'hui, vous avez souhaité à ce que le nombre de sièges au niveau du bureau soit revu à la hausse pour l'opposition, parce que vous estimez que vous avez un nombre en surplus aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce logique alors qu'il y a encore contentieux électoral au niveau de la Cour? La logique serait laquelle? Si aujourd'hui l'opposition par le contentieux électoral avait encore des députés en moins, pensez-vous que la logique serait que l'on revoie encore les calculs pour la répartition des sièges? D'abord, nous n'avons pas demandé qu'on revise les calculs. Nous avons demandé qu'on constate la réalité. La question vaut toujours. Non, je vais continuer. Je vais épiloguer. Il faut d'abord constater qu'il y a 113 députés de l'opposition. Ce n'est pas une revision, c'est un constat. C'est-à-dire c'est un constat qui doit être fait avant l'élection et ce constat a été fait parce que la validation des pouvoirs est intervenue avant l'élection. Donc nous constatons qu'il y a 113. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, les arrêts de la Cour, mais ça va dans les deux sens. On peut aussi amputer à la majorité 20 candidats, 30, comme ça peut se passer aussi dans l'opposition. Nous n'allons pas commencer à parler de suppositions, nous allons constater, faire l'état des lieux. Avant l'élection, quelle est la situation du Parlement? Il y a 500 électeurs, il y a 500 députés. Est-ce que nous pouvons aller à ces élections sans que les nouveaux députés aient la possibilité de postuler pour ce bureau? Ça, c'est une question pertinente. Comment est-ce que nous pouvons retirer le droit à une personne élue de participer à la gestion du bureau? Parce qu'il pouvait y avoir, dans les 13 qui ont été nouvellement élus, des personnes qui avaient l'ambition de participer au bureau. Au nom de quel principe de droit ou au nom de quel principe constitutionnel les députés peuvent empêcher ou refuser le droit à d'autres députés de participer au bureau? Ça, c'est la question pertinente. Maintenant, après, tout ce qui est élucubration, est-ce que si la Cour avait fait ceci, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'au niveau de la majorité, on peut perdre des députés, au niveau de l'opposition, on peut en perdre, mais ça peut aller dans l'autre sens. Ça veut dire comme un palindrome, on peut aussi en avoir plus. Ça veut dire qu'on peut aller à la Cour et on nous en rajoute 25, par exemple. Et on en diminue. Donc ce sont des équations comme un peu des intégrales comme ça. Il y aura beaucoup de suppositions, beaucoup de scénarios. Mais parlons des faits. Les faits aujourd'hui sont qu'au Parlement, il y a eu 500 députés, validés tous avant l'élection du bureau définitif. Et au nom d'aucune disposition, on devait empêcher à certains de ne pas participer à l'élection. Donc il fallait qu'il y ait des dispositions transitoires, qu'on repousse ou qu'on aménage le calendrier pour permettre à nos amis de Beni, Butembo et Yumbi, s'ils le souhaitaient, de participer au bureau. Je vais peut-être reposer cette question autrement. Jean-Jacques Mambaye, c'est aussi pour ceux qui nous suivent à la maison. Aujourd'hui, les députés qui sont en contentieux, ceux qui peuvent récupérer les sièges, quand ils vont venir à l'hémicycle, ils seront amputés du droit d'être électeurs au bureau et à la fois d'être candidats. C'est ça la logique qui vient en l'état. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, vous êtes en train de parler d'un contexte post-élection. Moi, je parle d'un contexte d'avant l'élection. Les contentieux dont vous parlez interviendront après l'élection. L'élection se passe aujourd'hui. Ce dont je vous parle, c'est avant l'élection. Quelle est la situation avant l'élection au bureau? Il y a 500 députés. Maintenant, vous me parlez des scénarios d'après l'élection. C'est tout à fait normal que si l'élection est déjà passée et qu'il y a des contentieux qui se règlent, que les résultats de l'élection soient opposables à tous. C'est comme aussi s'il y a des députés qui meurent, par exemple, ou des députés qui disparaissent. Ça, ce n'est pas la question. La question est de savoir, nous avons élection aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a combien d'électeurs aujourd'hui? Si toute l'opposition était là, il y aurait 500 électeurs. Parce qu'on a déjà consacré la possibilité ou le droit de vote pour les députés de Yumbi Butembo, parce qu'ils ont été validés. Donc, il y a 500 électeurs, mais au niveau des candidatures, il y a des candidats qui ne peuvent pas, alors qu'il n'y avait pas encore élection. Je veux dire que dans une situation d'avant-élection, il y a toujours des possibilités par le bureau de réaménager le calendrier pour permettre à toutes les couches, à toutes les familles politiques de participer à l'élection du bureau. Et en tout cas, je m'en tiens à ce que je dis. Thierry Bongo. Voilà, bon, ce qui se passe à vous voir, à vous entendre, il y a un conflit qui est en train de naître entre la majorité et l'opposition, et vous avez amené le conflit au niveau de la Cour, du Conseil d'État, mais
à ce règlement juridico-judiciaire, comme on peut appeler ça, est-ce que vous ne pouvez pas proposer une solution politique à la chose? Est-ce que l'opposition, en compensation de ce poste de deuxième vice-président que vous n'avez pas, peut accepter de prendre peut-être par exemple la direction de plus de commissions que prévu? Ça peut être envisageable, mais bon, je ne suis pas le délégué de l'opposition dans ces discussions-là pour que j'avance sur ces hypothèses. Je pense que nous restons quand même ouverts à la discussion. Mais ce qui arrivera par la suite en ce qui concerne les postes dans les commissions n'est pas réglementaire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui est réglementé, c'est d'abord le bureau. Et donc nous cherchons à régler une question réglementaire, c'est-à-dire à régler l'équilibre au niveau du bureau, la représentativité proportionnelle de l'opposition dans le bureau. Après, en ce qui concerne les commissions, s'il y a une réglementation ad hoc, elle devra être suivie. Mais pour l'instant, je pense qu'en ordre de priorité, notre priorité, c'est d'abord le rééquilibrage au niveau du bureau, qui est finalement le miroir ou l'organe administratif qui gère tous les députés. Est-ce que quelque part aussi, vous ne sentez pas que le départ de cette législature est assez vicié? Hein, on a vu des débats un petit peu malsains, on peut qualifier ça comme ça. On a vu des députés mener toute une plénière pour débattre des rémunérations des élus. Aujourd'hui, c'est un débat assez long, houleux, autour des postes. Est-ce que quelque part, ce départ n'est pas assez vicié? On a l'impression que vous battez pour vos intérêts. Les débuts sont difficiles parce que notre pays traverse une période charnière qui est cruciale. Nous sommes en train de parler, où on nous parle d'alternance, parce que notre pays est quand même le dernier d'Afrique centrale, si pas le dernier d'Afrique, le pays le plus pauvre du monde, 18 ans géré par M. Kabila et ses amis, et ils ont encore la majorité, ils ont toutes les provinces. Donc la période est quand même cruciale parce que finalement, nous devons nous déterminer maintenant. Qui veut parler changement dans ce pays doit se déterminer en début de législature. Le fait de laisser passer certains détails nous suivra par la suite à la fin, en termes de rémunération des élus, c'est quand même assez à ma connaissance, il n'y a jamais eu de plénière autour ou de débat autour de la rémunération. Pendant la plénière sur le règlement intérieur, on a passé pratiquement une journée à discuter de ça. Mais vous parlez à un parlementaire parce que j'étais à cette séance. Votre collègue Délice Sanga, pour ne pas les citer. Il en a posé il faut éviter l'amalgame. Il n'y a jamais eu débat. Je pense qu'on était en train de parler des frais d'installation et il a fait une incise en disant qu'il souhaitait qu'on revoie le train de vie des institutions. Donc, il parlait du Parlement, il parlait de la primature, il parlait de la présence de la République. C'est quelque chose qui est tout à fait discutable dans le cadre de la loi des finances et je peux vous affirmer ici qu'il n'y a même pas eu de débat sur la question. Donc, il y a eu extrapolation sur les réseaux sociaux, il y a eu des chiffres faramineux avancés, des chiffres qui n'existent pas dans la réalité, mais je préfère tourner la page de ce triste épisode parce qu'en réalité, ça fait couler beaucoup d'encre inutilement. Une petite question, peut-être en diagonale de ce qu'on est en train de dire. Le message que vous avez voulu porter auprès du chef de l'État, c'était quel message? Vous avez voulu rencontrer le chef de l'État, vous, parlementaires de l'opposition? Nous n'avons pas voulu le rencontrer, nous inviter. Donc la substance de ce qu'il allait dire, nous ne l'avons pas parce que finalement... C'est lui qui vous a invité? Naturellement. Malheureusement, il ne nous a pas reçus parce qu'il était avec l'ancien président de la République, M. Kabila. Et donc leur entretien a débordé et il n'a pas pu recevoir les délégués de l'opposition. Mais vous n'allez pas venir chez le chef de l'État sans avoir un mot à lui dire quand même. Non, le chef vous invite. Non, quand le chef vous invite, le chef vous écoute. L'article 69 lui demande de veiller au bon fonctionnement des institutions. Le Parlement est une institution. Je pense qu'il a ouï dire qu'il y avait des problèmes de réglementation à respecter. Et il voulait certainement, à sa manière, apporter sa pierre à la construction de l'édifice Parlement, entre guillemets. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. On peut espérer qu'à son retour, il va s'impliquer pour nous inviter encore. Et en ce moment-là, nous dirons ce qu'on est en train de dire maintenant, que les procédures et les textes réglementaires sur l'organisation du Parlement doivent être respectés et qu'il est tout à fait anormal que nous ayons un bureau de l'Assemblée nationale qui n'a qu'une seule famille politique. Voilà. J'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que le vrai combat que l'opposition devrait mener pendant cette législature ne serait pas celui de pouvoir se doter enfin d'un porte-parole? Vous êtes parlementaire, vous avez maintenant l'occasion de pouvoir agir efficacement sur ce dossier-là. Est-ce que ce n'est pas là le véritable combat aujourd'hui, le véritable poste à pouvoir pour Non, je pense que c'est la loi dit très bien que dans les 15 jours qui suivent l'installation définitive du bureau de l'Assemblée nationale,
cette question est traitée. Donc cette question viendra absolument. Maintenant, il faut savoir que pour régler cette question, il faut qu'au niveau des chambres, d'abord il y ait des bureaux définitifs, mais naturellement, il faut que dans ces chambres-là, il y ait des représentants de l'opposition. Parce que sans équilibre, c'est difficile, parce que ce sont les présidents des deux chambres qui organisent tout ce qu'il faut pour la mise en place, non seulement de l'élection, de la désignation du porte-parole de l'opposition. Donc allez-y voir un Parlement qui n'a pas d'opposants en son sein, qui va commencer à gérer les questions des opposants, c'est un peu compliqué. Donc je pense que... Du bureau, oui, du bureau. Donc c'est un peu quand même compliqué, donc il faudrait... Avant, on avait, il n'y a jamais de porte-parole pourtant. Oui, mais je veux dire que, vous savez ce qui s'est passé à l'époque de M. Kengo, à l'époque de M. Ruben Minakou, chaque fois il y avait des plénières qui étaient reportées. Avant, à l'époque de M. À en Kamere. croire même qu'on pensait qu'on ne voulait pas que l'opposition s'organise autour de son porte-parole. Ça, c'est vraiment l'impression qui s'est dégagée. Nous n'étions pas au Parlement à l'époque, donc aujourd'hui nous le sommes et on verra bien ce qu'il en est. On va communiquer largement là-dessus. Mais je veux dire que c'est un débat a posteriori de l'installation du bureau définitif et dans les 15 jours, il sera ouvert et en ce moment-là, vous verrez quelle en est la substance. Je vais y revenir sur cette question de porte-parole de l'opposition, mais permettez-moi d'abord de revenir. Votre saisine s'assoit essentiellement sur la violation de votre règlement intérieur. D'où la question de savoir quels sont les dispositifs exacts de votre règlement intérieur qui ont été violés. Et puis, la deuxième petite question que je peux apporter là-dessus, honorable, est-ce que le bureau, il me semble, qui, dans votre règlement intérieur, c'est le bureau qui a la largesse d'apprécier la réception des candidatures et l'affichage. Pourquoi voulez-vous incriminer le fait que les bureaux est resté dans la légalité pour avoir ouvert les candidatures et avoir clôturé, même affiché? Pourquoi vous aurez voulu... Je vous donne un exemple du bureau. Regardez ce que le président du bureau dit. Il dit qu'il rejette la motion de M. Lokondo. D'abord, il dit que c'est une motion politique, mais il la rejette quand même. C'est-à-dire la motion incidentielle de notre collègue Nzikoui. Oui. Il dit que c'est une motion politique, mais il retient quand même la motion. Il y a un grand malaise. Vous savez, lorsque vous êtes à l'intérieur du Parlement, ce n'est pas la loi organique de la CENI qui fonctionne, parce que ce n'est pas la CENI qui organise cette élection. Ça veut dire, en d'autres termes, que lorsque quelqu'un veut postuler, vous ne pouvez pas lui opposer le fait que sa famille politique lui aurait dit de ne pas le faire parce que le mandat n'est pas impératif. Autant lorsqu'il est chassé par sa famille politique, il garde son mandat. Donc ce qui se passe à l'intérieur du Parlement, c'est une organisation intrinsèque. Et l'élection est faite par le bureau. Et la seule réglementation en vigueur, c'est le règlement de l'intérieur qui ne dit jamais, au grand jamais, qu'une famille politique a le droit de retirer, si vous voulez, l'élection de son candidat. Même cas avec M. Pouella. Mais comme on visait beaucoup plus le condo, on en a profité pour ne pas faire deux poids deux mesures. On les a tous, mais dans un contexte tout à fait normal, ils sont libres. Maintenant, il y a une question d'éthique politique, il y a une question d'engagement. Et nous sommes en train de dire qu'en ce qui concerne M. Pouella, qui était avec nous dans les réunions, sa plateforme s'est engagée à respecter le mot d'ordre qui a été établi. Et malheureusement, comme électron libre, il est allé déposer sa candidature. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, parce que vous êtes en train de me dire qu'il y a eu la légalité et ainsi de suite. Je n'en disconviens pas. Le bureau est souverain. C'est un bureau qui est provisoire. Il a ouvert les candidatures. Il y a un cas qui survient ou qui surgit, celui des députés nouvellement élus qui doivent être validés, et la validation des pouvoirs des députés font partie des prérogatives du bureau provisoire. D'ailleurs, dans les priorités du bureau provisoire, la première mission du bureau provisoire, c'est de valider les pouvoirs des députés nouvellement élus. Donc, dès lors que vous faites un calendrier, et pour preuve, on a repoussé plusieurs plénières, et que vous constatez qu'avant l'élection, ce calendrier-là peut être modifié pour la bonne et simple raison qu'on a validé le nouveau député, il appartient au président de le faire. Il appartient au président d'apprécier de le faire. Il peut comme ne pas le faire. Mais cette appréciation ne doit pas violer leur droit à être candidat, encore moins leur droit à élire. Mais ça ne viole pas le règlement intérieur, comme vous le dites. Mais non, ça viole parce que il y a l'article... Non, la prestation est butée au respect des textes réglementaires. L'article 11 parle de proportionnalité. Donc, lorsque vous validez que vous avez 500 députés dans l'Assemblée et que vous voulez faire une élection, vous devez vérifier si les postes ouverts correspondent
à l'article 11. Ça veut dire est-ce que le calcul de la proportionnalité correspond à ce qui est inscrit dans l'article 11. Il a le temps de le faire malgré qu'il y ait un calendrier pour dire nous décalons. Remarquez par exemple, il devait y avoir l'élection depuis mardi. Il y a eu un désordre à la plénière, le bureau a écrit écoutez, pour telle et telle autre raison, demain nous allons passer à l'audition et nous passons à l'élection mercredi. C'est un pouvoir d'appréciation, mais qui va dans le sens de faciliter la majorité. Mais ce problème-là, alors que les députés sont là, ils ont été validés, pouvait aussi retarder et aussi ouvrir la brèche. Sensiblement, parce que ça serait reprendre la procédure à zéro. Non, pas reprendre la procédure, on allait simplement ouvrir les candidatures. On allait ouvrir les candidatures, permettre à ce qu'il y ait 2 postes ouverts, même s'il y avait des discussions, mais elles méritaient d'avoir lieu parce qu'elles vont dans le sens du respect des textes. Dès lors que l'appréciation du président du bureau viole sensiblement l'organisation du bureau, viole sensiblement la loi organique portant organisation de l'opposition ou des partis politiques, viole sensiblement le règlement intérieur, il doit s'en abstenir. Pensez-vous que ceux qui disent question du porte-parole de l'opposition, là où le remet sans poignard, qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'en toute responsabilité, tout est discutable. On peut discuter sur cette question. Il y a un problème qu'il y a dans notre pays et nous qu'on qualifie abusivement de novices, nous qui n'avons fait qu'une seule législature, c'est la première que nous débutons, on a peut-être un œil différent, une perception différente, mais en ce qui me concerne personnellement, je pense qu'on doit revenir à la logique des partis politiques. Je dis parce qu'il y a une loi de 2018 sur le financement des partis politiques. Aujourd'hui, il y a une mosaïque de partis. Le FCC, Ensemble, ce sont des grands groupes. Mais lorsque vous voyez une mosaïque de 200, 300 partis, vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire un programme de gouvernement avec 300 partis. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez de partis politiques, vous parlez de sensibilité. Les gens créent les partis pour se dire, écoutez, j'étais dans un parti où j'ai observé les partis en place, ou les partis actifs, et je constate qu'il n'y a aucun parti qui veut faire ou qui a la même idéologie ou qui a le même programme ou projet de société que ce que moi j'ai envie de faire. Et comme il n'y a personne, moi je crée mon parti. Ça veut dire qu'à chaque parti est entaché une sensibilité ou une spécification, une spécialité, une spécificité si vous voulez. Donc, considérant telles quelles les choses, il y a 700 partis politiques. Lorsque ces partis ne sont pas financés, pour la plupart d'entre eux n'ont pas de comptabilité, n'ont pas de siège, ne sont pas représentatifs sur le territoire national, ces partis se greffent à des groupes pour être financés, pour aller aux élections, parce qu'il y a la contrainte du seuil, parce qu'il y a la contrainte de la proportionnelle. Et donc vous allez vous retrouver sur des discussions sur le porte-parole de l'opposition avec des mosaïques de partis politiques. Mais moi je peux vous affirmer ici que le MLC est le plus grand parti de l'opposition actuellement. C'est le seul qui a 51 élus et il n'y a aucun parti dans l'opposition qui a ce nombre de partis. Maintenant, est-ce que cela est suffisant pour prétendre occuper automatiquement le poste de porte-parole? Je dirais que non. Mais je dirais que c'est une identité que nous portons et que nous allons assumer lors des discussions. La question est celle-ci. C'est un secret des polichinelles. Le MLC va clairement avoir le poste de porte-parole de l'opposition. Nous en avons la prétention et nous avons le droit de le réclamer. Après, cela n'annihile pas le droit d'ensemble de le faire ou de n'importe quelle autre partie de l'opposition de le faire. C'est une prétention, mais qu'il faut justifier. Jean-Jacques Mamba, vous parlez du MLC. Vous êtes membre du MLC, vous êtes secrétaire national au sein de ce parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Au jour d'aujourd'hui, le MLC vit-il encore? Ma question, je la pose. Pourquoi vous aviez des candidats sénateurs, mieux encore des candidats gouverneurs dans certaines provinces, et beaucoup plus, là on pouvait compter l'Équateur, là où vous êtes fortement représenté, où on peut dire l'idéologie du mouvement de libération du Congo se trouvera à l'Équateur, mais le MLC perd totalement de vitesse, et même des élus qui ont trahi, n'est-ce pas? Là, vous devez vous remettre en question, que vous puissiez vous asseoir et remettre en cause certaines décisions qui avaient été prises avant ce processus. La question est pertinente, mais en même temps, c'est un discours que j'entends depuis aujourd'hui 10 ans. Le MLC est en perte de vitesse, le MLC est en perte de vitesse. Mais moi, j'aime discuter sur base d'éléments probants. J'aime bien ergoter autour d'éléments probants. Et actuellement, les éléments objectifs et tangibles sont les résultats électoraux. Exactement. Je vais répéter ici que dans l'opposition parlementaire, le parti qui a le plus d'élus, c'est le MLC.
Je suis en train de dire que Le nous parti, avons oui. le parti politique. Nous avons sur tout état de la République. exactement Et nationaux, parce qu'un parti provinciaux, mort, sénateurs. voilà, un parti mort. Aujourd'hui, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous participé à ces élections provinciales, nationales, sénatoriales et gouverneurs. Et je suis en train de dire que dans l'opposition, non seulement nous sommes le premier parti en termes de nombre d'élus, mais nous sommes le seul qui s'est présenté comme parti politique. C'est-à-dire qui avons pris le risque et la prétention d'atteindre le seuil comme parti politique. Et nous avons eu 511 000 voix, sans alliés, 511 000 voix sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire qu'il y a encore, nonobstant les couacs de la machine, les abstentions et ce que d'aucuns appellent la tricherie, il y a encore 500 000 Congolais qui ont voté MLC cette année et je pense que c'est beaucoup pour un parti politique et respect et chapeau à ceux qui ont milité pour que cela arrive. Est-ce que cette question, je reviens du MLC, que vous présentez aujourd'hui comme étant le grand parti... non, je ne présente pas. Nous sommes en train de l'opposition. parler, apprenons à constater les choses. Vous savez, il ne faut pas ergoter autour des... Non, parlons des faits. Les faits sont là. Aujourd'hui, vous prenez la liste de la CENI, le premier parti de l'opposition s'appelle MLC et c'est le seul qui s'est présenté tel quel dans l'opposition. Là, je ne parle pas de vœux, je n'ergole pas, je vous parle des faits. Donc constatons les faits ensemble et avançons. Et ce n'est pas ça qui peut-être sera vraiment l'origine de la mort totale de Lamuka? Cette question de porte-parole de l'opposition, ne va-t-elle pas vous entredéchirer, cette question? D'abord, il faut comprendre une chose. Je pense qu'avec Lamuka, nous avons fait un travail formidable. Je parle de... Ah, vous conjuguez déjà au passé. Non, mais je parle de ce que nous avons fait, le travail fait. Ce qui reste à faire, c'est autre chose. Ce que nous avons déjà fait pour l'élection. Je parle de M. Moïse Katumbi, M. Jean-Pierre Bemba, M. Matungulu, M. Mouzito. Nous ont tous abattu un travail formidable pour avoir des résultats électoraux formidables aussi. La communauté internationale, la plupart des organisations ont dit que M. Fayulu aurait eu 61% des voix. Aurait eu ou a eu? Je dis aurait eu. C'est mieux de Vous parler au avez des plus conditionnel. incertains sur cette question. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas que vous me disiez où sont les preuves. Donc, pour éviter que nous allions dans ce sens-là, je vous parle de ce qui a été dit et de ce qui est connu et qui a été relayé par vos confrères de la presse internationale et de la presse locale aussi, ainsi que des observateurs de la CENCO. Donc, je pense que ce travail-là est attribué, ou le mérite de ce résultat est attribué à l'ensemble des leaders de la MOUCA, à l'ensemble des structures qu'ils ont mis à pied d'œuvre pour travailler dans le sens de gagner l'élection. C'était une expérience formidable. Maintenant, la question a été posée. L'élection est passée. Est-ce qu'il y a possibilité de transformer la MOUCA en une plateforme électorale? Cette question est en discussion. Si cette possibilité existe, cela sera fait. Si elle n'existe pas, nous allons passer à autre chose. Vous savez, dans ce pays, à chaque fois qu'il y a des enjeux électoraux, les gens se rassemblent. Il y a eu l'Union pour la Nation, il y a eu... Au fait, ce sont des enjeux électoraux qui poussent les gens à se regrouper pour mutualiser les efforts et atteindre des gros objectifs. Maintenant, l'élection est passée. Nous avons convenu d'élargir notre champ d'action parce que nous sommes au Parlement, il n'y a pas que la vérité des urnes. Il y a le problème des routes, il y a le problème de la santé, de la sécurité à l'Est, de l'emploi des jeunes. Et c'est comme cela que nous disons, est-il possible de transformer la MOUCA en une plateforme électorale? La question, nous l'aurons bientôt parce que nous y travaillons. Jean-Jacques Mamba, la MOUCA, avant les élections, était incarnée par Martin Fayulu, on se le dit ainsi. Aujourd'hui, c'est qui incarne la MOUCA? D'après ce que j'ai pu comprendre et ce que nous devons tous assimiler, c'est que les discussions sont en cours pour la réorganisation de l'architecture de la MOUCA. Je ne dis pas que ça va se faire parce que ce n'est pas très sûr non plus. Donc les discussions sont en cours. Si la MOUCA va continuer en tant que plateforme politique, vous connaîtrez les différents animateurs. Donc à ce niveau, c'est un peu difficile de le dire. Aujourd'hui, on parle de... Je me permets, Thierry, Patrick, je me permets de parler des 29 ans de cette instauration de la démocratie et du discours prononcé par feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Ouazabanga. Pensez-vous, Jean-Jacques Mamba, que tous ces leaders, toutes ces têtes de la coalition Lamuka parleront franchement? Et si il faudrait qu'une personne incarne Lamuka, les autres s'aligneraient derrière? Vous savez, moi je vais prêcher pour mon église, donc je crois en la probité de M. Jean-Pierre Bemba et je pense que si il est le porte-parole de l'opposition, nous aurons une opposition forte. Après, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Nous avons un problème aujourd'hui d'homogénéité de l'opposition. On va vous donner 2-3 exemples. Prenons
parce que les gens n'aiment pas qu'on cite leur nom, ils vont repasser ici pour un droit de réponse et nous insulter. Mais disons les choses sans nom. Vous avez un cadre de la Mouka qui va à Genève, qui quitte Genève, qui revient, après qui va dans son fief, il se fait élire en Fachivite, ça veut dire qu'il se fait élire en citant, en demandant aux gens de voter Fachi, et puis il revient, il dit, ou ils reviennent pour dire que nous sommes l'opposition, donc une opposition qui soutient le chef de l'État, alors que le chef de l'État, c'est le chef de la majorité, c'est celui qui est au pouvoir. Vous avez un autre monsieur qui vous dit, bon écoutez, celui qui ne veut pas de Félix, qu'il aille se pendre, et en même temps, qui refuse de signer la déclaration de l'opposition, alors que vous avez des partis qui sont avec nous dans l'opposition, qui ont signé la déclaration d'appartenance à l'opposition, mais qui vous disent clairement qu'ils veulent soutenir le chef de l'État. Je pense que Mobutu, dans sa tombe, se dit chaque fois avoir raison. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont utilisé le concept de démocratie, pas parce qu'ils voulaient vraiment se l'approprier, mais c'est simplement un argument qui les opposait à ceux qui ne voulaient pas partager le pouvoir. Ça veut dire en d'autres termes que Mobutu a créé beaucoup de petits Mobutu, de telle sorte que tous ceux qui ont bénéficié de la démocratisation, en créant plusieurs partis, se sont transformés en Mobutu. Et vous savez, lorsque dans un pays, vous avez 50, 100, 200, 300 Mobutu, après 60 ans, on peut le voir, ça ne marche pas. Donc ici, il faut que nous soyons logiques et sérieux, parce que c'est quand même triste aujourd'hui d'amener les gens... Vous savez, nous avons des enfants qui essaient de suivre la politique et de comprendre. On ne peut pas faire de l'opposition comme si c'était un état d'esprit et en même temps soutenir la majorité lorsque ça nous chante. Voilà. Avant de clôturer vraiment l'émission, parce que le temps est contre nous, vous avez dit ici, vous êtes vanté que le MLC, c'est le seul et unique parti qui s'est présenté aux élections seul et qui a eu le plus grand nombre d'élus. Le MLC seul, le MLC veut toujours y aller seul. Cet orgueil vient d'où? Mais quand on parle du MLC seul, de 2006 à aujourd'hui, il y a quand même une certaine déliquescence en termes d'élus et donc déliquescence en termes de confiance de la population. Même quand cela ne tienne, vous êtes seul contre des ensembles. Ensemble pour le changement incarne plus l'opposition que vous parce que c'est une plateforme qui regroupe plusieurs partis politiques et qui a plus d'élus. Est-ce que écoutez, le MLC va aller seul contre ensemble pour le leadership de l'opposition? Nous respectons ensemble, nous respectons M. Pierre Lumbi, M. Moïse Katumbi. Mais je vais vous dire ceci. La politique, ce n'est pas le monopoly. Ce n'est pas parce que vous regroupez 50 partis dont on connaît peut-être, pour certains, on ne connaît pas le siège, on ne connaît pas le président, ou que vous en regroupez 100, ou que vous en regroupez... Oui, mais écoutez, 51 partis pour 78 élus. Un seul parti pour 22. Donc, comme je vous dis, par exemple, dans le parti, ensemble, il n'y a aucun parti qui a le même nombre de députés que le MLC. C'est deux choses totalement différentes. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire, je discutais avec le porte-parole de M. Moïse, qui dit que Moïse va finalement faire son parti politique. Parce que nous devons revenir, nous devons faire des partis politiques l'épicentre de la vie politique. Parce que ce sont ces partis qui vont être financés. Et lorsque nous allons déprivatiser la vie politique, lorsque les partis recevront les fonds de l'État pour fonctionner, alors en ce moment-là, les personnes seront libres d'opinion. Est-ce que vous savez que les gens se mettent généralement ensemble faute de moyens? Pas parce qu'ils partagent la même idéologie. Tous ces partis qui se regroupent là, lorsque vous leur posez la question de savoir quel est le programme que vous défendez sur l'emploi, sur les pensions, ils vont vous dire qu'ils n'ont rien du tout en commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que nous allons aller chez M. Moïse, chez M. Kabila, chez M. Bemba et nous serons financés. Et donc la vie politique doit être assainie, avec tout le respect que je dois à Ensemble ou à quelconque plateforme, mais on ne peut pas continuer à fonctionner avec 700 partis politiques. Nous devons en avoir plus ou moins 10 ou 15 qui sont financés de telle sorte que quand les gens votent, ils ne votent plus les personnes, mais ils votent les programmes des partis. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je vous remercie, l'honorable Jean-Jacques Mamba. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. Je rappelle que vous êtes député national élu sur la liste du mouvement pour la libération du Congo, sans lesquels vous occupez la fonction de secrétaire national. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un plaisir. C'est aussi un plaisir de vous recevoir pour la première fois. Un grand merci à Thierry Bongo. Merci Patrick Wadio. Merci à tous nos téléspectateurs. À Élisée Ouamara. Et un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Yannick Mosengo. Un grand merci à Précy Mouyoko. Un grand merci à Landry Foucault. Fia Longela. Le numéro au bas de l'écran, c'est pour participer à cette émission, mais vous allez retrouver cette émission déjà sur YouTube tout juste après cette diffusion. Moi, je vous remercie et fixe rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. Merci.